Bonjour à toutes et à tous. On est toujours à la REF du MEDEF Ecorama, émission spéciale enregistrée depuis l'hippodrome de Longchamp. Boursorama et l'Opinion sont partenaires de ce rendez-vous. Votre invité à présent, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Bonjour. Bonjour Valérie Pécresse. Raphaël Legendre de l'Opinion pour vous poser des questions. À mes côtés, plein de sujets à voir ensemble, le Brexit, l'actualité économique internationale, mais aussi évidemment les retraites. On parle que de ça depuis la rentrée et de cette sortie du président. Ça vous a surpris de l'entendre nous dire qu'apparemment, même si c'est à nuancer, il aurait une préférence pour l'allongement de la durée de cotisation et non pas cet âge pivot. Mais en même temps, la porte-parole nous a dit ça reste sur la table. Qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y avait un signal envoyé à la CFDT? Il ne faut pas brusquer les Français. Cette réforme, elle est anxiogène, elle est compliquée. Oui, mais c'est encore plus anxiogène quand on ne sait pas où on va. Quand il n'y a pas de cap, quand il n'y a pas de direction. Pardon de vous dire que la droite a fait 3 réformes des retraites qui ont fait faire énormément d'économies, qui ont permis de stabiliser le système par le passé. Et on les a faites en ayant des principes très clairs, qui rassurent, qui instaurent la confiance. Premier principe, évidemment, les retraites ne baissent pas et elles sont indexées sur les prix. Mais oui, mais avec la retraite à points, est-ce qu'on ne va pas un jour baisser le point si on a besoin de financement supplémentaire? Donc, principe de confiance avec les retraités qui a été un peu abîmé par le passé. Ensuite, on a l'impression, au fur et à mesure des révélations, qu'on ne sait pas exactement quelles vont être les règles du jeu. Parce qu'il y aura une concertation, on était avec Agnès Buzyn, ministre de la Santé, juste avant vous, qui nous disait mais il y a des concertations qui vont s'ouvrir, on va écouter les Français, les citoyens, les partenaires sociaux, on va la construire ensemble pour pas justement faire cette réforme contre les Français. Alors, on avait l'impression en réalité qu'il y avait eu la concertation depuis 1 an et qu'on avait un projet qui était pratiquement ficelé. Mais là, visiblement, on et qui vous convenait Moi, ce que avec je l'âge crois, pivot de 64 ans, système de décote sur cote. Ce que je crois, c'est qu'il faut, dans ces cas-là, quand on a besoin de changer, il faut dire la vérité. Les Français, ils comprennent. Quand on leur dit la vérité et que c'est juste, ils comprennent. Donc moi, je crois qu'il faut leur dire la vérité parce qu'ils sont matures, ils peuvent l'entendre. C'est qu'on va vivre de plus en plus longtemps et qu'à terme, on va travailler jusqu'à 65 ans. On va travailler jusqu'à 65 ans. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se passe dans tous les autres pays qui nous entourent. Donc pour moi, si vous voulez, il y a une logique d'esquive, de ruse du gouvernement qui ne veut pas le dire en réalité aux Français. Et le problème, c'est que cette ruse, elle peut conduire à des effets pervers. Parce que si on ne travaille pas assez longtemps, ça veut dire que soit on baissera les retraites, soit on sera obligé d'augmenter les cotisations des salariés. Donc il faut dire la vérité. Sans laisser filer le déficit. Non, les déficits, on ne peut pas les laisser filer parce que sur le régime des retraites, si on laisse filer le déficit, à terme, c'est une baisse des retraites. À terme, c'est la ruine des retraités. Vous parlez de ruse sur ce mouvement inattendu du président de la République. Est-ce que vous craignez un renoncement, d'une réforme en profondeur de notre système des retraites? Moi, d'une manière générale, ce que je vois, c'est un président qui fait le quart de ce qu'il faut faire pour redresser le pays dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on nous annonce des grandes réformes, on nous annonce des réformes structurelles qui règlent les problèmes, et puis finalement, on s'aperçoit qu'on n'a pas des réformes structurelles, et en même temps, mais il y a une crise des gilets jaunes au milieu. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut réformer contre l'opinion publique? Eh bien, ça, c'est un vrai désaccord que j'ai avec le président de la République. Moi, je crois qu'il faut baisser les dépenses publiques inutiles et qu'il y a des gaspillages. Et je le fais dans ma région. Dans ma région, j'ai économisé 1 milliard d'euros en 3 ans. 1 milliard d'euros sur un budget de 15 milliards. Au total. 1 milliard d'euros en 3 ans d'économie, c'est colossal. Et effectivement, j'ai supprimé des postes. Effectivement, j'ai supprimé des structures. Effectivement. Mais après, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Là, typiquement, ça me permet aujourd'hui d'offrir la gratuité de tous les manuels scolaires à tous les élèves qui rentreront en seconde et en première et qui auront la réforme Blanquer. J'évite aux familles un coût de 300 €. Donc, je fais une mesure de pouvoir d'achat. Mais cette mesure de pouvoir d'achat, je n'aurais pas pu la faire si je n'avais pas fait ces économies. De même que je vais pouvoir équiper tous mes lycées en tablettes et en ordinateurs et donner à chaque enfant qui n'en a pas un device électronique. Toutes ces dépenses de pouvoir d'achat, je l'ai fait parce que j'ai eu le courage. Vous estimez qu'elle n'est pas faite au niveau national? Elle n'est pas faite. Le président a renoncé. Le président a renoncé absolument à sa promesse de suppression de fonctionnaires. Donc, je suis désolée de le dire, mais la dépense publique, elle est aussi liée au nombre de fonctionnaires. Donc, pour l'État, pas pour les collectivités locales qui devront réduire de 70 000 les fonctionnaires territoriaux. Bien évidemment. Oui. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait des centaines de suppressions de postes là où ça n'était pas nécessaire. Et pardon de le dire. Justement, là où c'est pas nécessaire, c'est où? Mais en fait, il faut prendre. Moi, ce que j'ai fait, c'est simple. Il faut prendre chacune de vos lignes budgétaires et il faut regarder si ça sert vraiment à quelque chose. Tout sert un peu
Mais tout ne sert pas beaucoup. Par exemple, j'avais 8 organismes qui s'occupaient de culture. Eh bien, j'ai tout rapatrié à la région, j'ai supprimé ces organismes et je fais la même chose avec 2 fois moins d'argent. Mais on revient pour le coup aux retraites. Sur les retraites, donc la meilleure formule, c'est d'utiliser, c'est ce que souhaite le MEDEF d'ailleurs, puisqu'on est ici à la rêve du MEDEF, utiliser tous les curseurs, tous les leviers, à savoir l'âge de départ, durée de cotisation. Il faudra, pour arriver à l'équilibre du système en 2025, il y a cette contradiction du président qui nous dit d'un côté préférence pour l'allongement de la durée de cotisation et de l'autre, il faudra être à l'équilibre en 2025. Il y a un problème d'incompatibilité ou alors il faudra aller très loin sur la durée de cotisation. Est-ce qu'on a envie de travailler 45 ans côté 45 ans, si on va très loin sur la durée de cotisation, le vrai sujet, ça va être les carrières hachées. Alors les carrières hachées, vous imaginez bien qu'en tant que femme, c'est quelque chose qui me parle. Il y a beaucoup de femmes qui... Ou ceux qui font les études aussi, qui vont arriver tard. Il y aura les cadres, mais vous allez me dire, on va vous dire, les cadres, c'est des privilégiés. Bon, mais il y aura les cadres qui seront obligés de travailler jusqu'à 70 ans vraisemblablement. Mais il y aura aussi les femmes, et pas forcément des femmes qui ont fait des longues études, mais des femmes qui tout simplement ont arrêté quelques années pour élever des enfants ou qui ont aidé la carrière de leur mari. Et là aussi, il y a une grande inconnue sur les pensions de réversion qui doivent être évidemment maintenues. Mais les pensions de réversion ne résolvent pas tous les problèmes des femmes. Avec la séparation des couples, si vous êtes séparés, vous n'avez pas le droit à une pension de réversion. Qui serait maintenue uniquement pour la dernière épouse du conjoint dans la dernière mouture. Mais c'est exactement le problème de la pension de réversion. Mais c'est aujourd'hui le problème d'ailleurs de la pension de réversion. Oui. C'est que si vous divorcez à 65 ans, vous n'avez droit à rien. Donc en gros, si on clôt le sujet sur les retraites, on se dit quoi? Donc le président, il fait le quart de ce qu'il faudrait faire. En même temps, il y a une concertation, une consultation, encore une fois, qui va se tenir. Il faut avoir le courage de dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'on va devoir tous, peu ou prou, travailler jusqu'à 65 ans. Et une fois qu'on a dit ça, c'est l'âge qui équilibre le système. Et à part... Voilà, on part de ce... Si on dans part le privé, on est à quoi? On est à 63 ans? On part à 63 ans. Aujourd'hui, on est déjà dans le privé. De facto. Ouais. De facto, donc on pourra arriver rapidement. Moi, je crois qu'il faut tracer un chemin qui soit compréhensible et il faut mettre des piliers, garantir le montant des retraites et son indexation sur l'inflation, contrairement à ce qu'a fait le gouvernement qui, vous le savez, a désindexé les retraites cette année et a augmenté la CSG sur les retraités. Donc le pouvoir d'achat, c'est grâce à ça que la droite a réussi sa réforme des retraites. C'est parce que il y avait du monde dans la rue. Oui, mais elle a toujours eu un discours très clair pour expliquer qu'une fois à la retraite, le pouvoir d'achat serait préservé. Et du coup, c'était clair, nos règles étaient claires. Il y avait la durée de cotisation, il y avait l'âge légal et il y avait la garantie des retraites. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ait il faut avoir des points très fixes et très solides quand on fait une réforme pour créer la confiance. Le problème du gouvernement, c'est qu'avec le flou, on ne crée pas la confiance. Si on ne crée pas la confiance, on ne peut pas faire la réforme. Oui, la confiance et la concertation aussi. Il y a une réunion importante la semaine prochaine à Matignon, les 5 et 6 septembre. La concertation est ouverte. Les Français vont être consultés aussi. C'est donc les conditions d'une réussite de cette réforme? Alors, moi, je suis persuadée qu'effectivement, il faut concerter, mais il faut aussi convaincre. Gouverner, ça n'est pas dire « je les dirige, donc je les suis ». Gouverner, ça veut dire « voilà, en mon âme et conscience, la direction qui est la bonne, et je vais vous emmener dans cette direction ». Je fais beaucoup de concertations, vous imaginez, en tant que présidente de région, sur beaucoup de projets. De temps en temps, vous savez, le tramway, il est sur roue ou il est sur rail, mais il ne peut pas être sur les deux. Donc la concertation n'amène pas forcément toujours la bonne réponse. À un moment, il faut aussi que le politique prenne ses responsabilités et dise aux Français, quelquefois, ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Alors on a des populistes, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, qui nous diront « retraite à 60 ans, ça coûte 20 milliards d'euros d'impôts supplémentaires ». Je ne peux pas comprendre comment ils disent qu'ils défendent les gilets jaunes et en même temps ils nous proposent 20 milliards d'impôts supplémentaires pour la retraite à 60 ans. Donc les populistes disent n'importe quoi, mais le gouvernement ne dit pas n'importe quoi, mais il n'est pas dans la clarté. Geoffroy Roux de Bézieux qui était à votre place ce matin, on l'a senti un petit peu plus critique à l'égard de l'action du gouvernement. On l'aurait vu il y a un an, il aurait peut-être été plus sous le charme. Là, sur l'assurance chômage, sur la taxation des contrats courts, sur la retraite, sur la dépense publique, il est un peu sur votre ligne. Aujourd'hui, l'action du gouvernement, pour vous, vous écoutez, ne va pas dans la bonne direction? Si, ça va dans... Qu'on comprenne, et la question en miroir, c'est quelle serait une politique de droite aujourd'hui? Parce qu'on dit souvent que Macron mène une politique de droite globalement. Voilà, et en creux, quel est votre espace politique? Oui. Ça, c'est Emmanuel Macron aussi. 3 questions, lui. Alors moi, vous avez compris que ce que je souhaitais, c'est pour ça que j'ai quitté les Républicains, c'était créer une ligne politique d'une droite moderne. Pourquoi on a besoin d'une droite moderne? On a besoin d'une droite moderne pour être l'aiguillon d'un gouvernement qui
prétend qu'il est de droite, mais qui ne fait pas le quart de ce qu'il faut pour redresser la France. Alors, la droite moderne, c'est quoi? La droite moderne, c'est une droite plus réformatrice, c'est une droite qui est plus pro-entreprise, mais c'est aussi une droite qui est plus sociale et plus juste. Plus pro-entreprise, qu'est-ce qu'on... Par exemple, typiquement, à ma table ronde, j'ai expliqué, parce que dans le contexte du Brexit, je passe mon temps à aller convaincre des étrangers de venir investir pour créer de l'emploi en France. Eh bien, nous avons des boulets aux pieds. Tant qu'on ne baissera pas la dépense de l'État un peu plus et qu'on ne mettra pas les impôts des entreprises à la moyenne européenne, pas en dessous de la moyenne, à la moyenne européenne. Sur l'IS, on y va, 25. Sur l'IS, on y va, mais il reste les impôts, ce qu'on appelle les impôts de production. Les impôts de production, c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'analyse économique auprès du président de la République qui dit qu'ils sont 3 fois plus élevés en France qu'en Allemagne. Moi, je n'arrive pas à convaincre un Américain, un Japonais, un Chinois de venir créer de l'emploi en Île-de-France, en France, parce qu'il me dit, ah bah oui, mais l'emploi, si je le crée en Allemagne, c'est 3 fois... Qu'est-ce que vous me donnez, Madame Pécresse? Puisque c'est 3 fois plus cher chez vous. Le corollaire, c'est de baisser la dépense publique, sauf qu'il y a eu la crise des gilets jaunes. Alors, et là, on reboucle. C'est là que je ne suis pas d'accord. Pardon de vous dire. Ce qu'ont dit les gilets jaunes, c'est qu'ils ont dit que les services publics ne marchent pas. Mais ils ne marchent pas parce qu'on n'a pas pensé les solutions. La santé, les urgences. Libre, mon mouvement a fait des propositions très fortes. On nous dit, il n'y a plus de santé. Moi, je propose quelque chose que tous les conservatismes et tous les corporatismes refusent depuis 10 ans. Je propose que les infirmières, on les qualifie tout au long de la vie à Bac+5, qu'on les appelle infirmières praticiennes comme au Canada et qu'on leur donne la possibilité de faire des ordonnances en lien avec un généraliste pour le suivi de toutes les maladies chroniques. On va vivre de plus en plus vieux, on va avoir de plus en plus de maladies chroniques. Une infirmière ne peut pas prescrire un Doliprane. Or, les infirmières libérales, celles qui vont à domicile. Voilà, ça c'est une réforme structurelle que le gouvernement devrait faire, qu'il ne fait pas parce qu'il a peur, parce qu'il y a des corporatismes. Pareil sur les urgences. Moi, il faut un numéro unique d'urgence. On a 5 ou 6 services qui prennent les appels. Les pompiers se déplacent. Mais attendez, quand les pompiers se déplacent, est-ce que vous savez qu'il faut 3 pompiers dans un camion? Est-ce que vous pensez qu'il faut que ce soit les pompiers qui se déplacent quand quelqu'un s'évanouit dans la rue? Ça devrait être pris en charge par des médecins d'urgence qui, eux, n'en sont que 2. Déjà, on ferait un tiers d'économie, vous voyez. Après, pour le coup, même si le président Macron fait le quart de ce qu'il devrait faire en termes de réforme, la croissance française, rehaussée aujourd'hui par l'INSEE, plus 0,3%, l'Allemagne est à moins 0,1%, on s'en sort pas si mal quand même, non? Écoutez, oui, je sais qu'il faut applaudir le fait qu'on soit à 8,5% de chômage parce qu'il paraît que c'est mieux. Mais on est quand même à 3 points au-dessus de la moyenne de l'Union européenne. On est quand même toujours les derniers. 3 points au-dessus, j'ai un doute, 3 points au-dessus, là j'ai un doute. Enfin, on est en tout cas toujours... On est au-dessus, pas 3 points. On est au-dessus et puis surtout, on est au moins 3 points au-dessus de l'Allemagne et au moins 3 points au-dessus de la Grande-Bretagne qui sont nos grands concurrents. Et par ailleurs, excusez-moi de vous dire, qui a derrière nous la Grèce, l'Italie et l'Espagne, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on est toujours... Au niveau des déficits. Au niveau du chômage. Au niveau du chômage. Souvent, il y a un lien. Donc, non, mais le sujet, c'est que la vérité, c'est qu'on pourrait créer beaucoup plus d'emplois en France. Et toutes les entreprises me le disent. Mais l'alpha et l'oméga, on y revient. C'est la dépense publique, on y revient. Mais en même temps... On vous l'a dit 10 fois que la droite ne l'a-t-elle pas fait quand elle était. Mais moi, je l'ai fait. Quand j'étais ministre du budget en 2011, c'est la seule année où l'État a baissé en valeur ses dépenses. Alors, c'était de l'épaisseur du trait, à moins de 150 millions d'euros. Mais on l'a fait. On l'a fait au moins une fois. Après une explosion des dépenses dues à la crise aussi. Oui. C'était un cycle exceptionnel. Il faut le dire. Là, on est dans un cycle plus normé. Ah oui, il est normé, vous croyez le cycle après les Gilets jaunes? Vous croyez qu'il n'y a pas eu des dépenses exceptionnelles que non, la vérité, c'est que c'était pas du tout facile. La vérité, c'est que ce n'était pas du tout facile de baisser les dépenses comme je l'ai fait à l'époque, parce que nous avions effectivement des déficits qui étaient absolument abyssaux et qu'on avait une charge de la dette qui n'avait rien à voir avec le cadeau, le divin cadeau des taux d'intérêt négatifs. Madame Pécresse, c'est intéressant, la charge de la dette. À l'époque, vous étiez ministre du budget. Les taux à 10 ans, alors on était quoi? On était à 5-7%. Aujourd'hui, l'État français s'endette à 10 ans, vous savez à combien? Moins 0,5%. Est-ce qu'il ne faut pas repenser complètement la politique budgétaire et arrêter de se focaliser? Je posais la question hier à Eric Woerth qui est à votre place. Arrêtez de penser uniquement au déficit. Vous vous rendez compte, on prête de l'argent à la France et la France rembourse moins. Il faut pas... Moi, je n'ai pas parlé de déficit, j'ai parlé de la pression fiscale. Les Pays-Bas viennent de s'endetter à hauteur de 50 milliards pour mettre le paquet sur la recherche, sur les infrastructures. Quand l'argent ne coûte rien et même rapporte quand on s'endette, il ne faut pas repenser une politique budgétaire. D'abord, permettez-moi de vous dire que vous parlez à quelqu'un qui a été ministre du budget au moment de la crise des dettes souveraines. Alors je tiens à vous le dire, les taux d'intérêt négatifs, c'est un système qui est totalement
pervers. C'est-à-dire Mais qui peut durer et qui est une réalité. Non, mais attendez, qui peut durer, qui est une réalité, mais qui est pervers. Pourquoi c'est pervers? Parce que comme demain vaut moins cher qu'aujourd'hui, on va acheter et on va s'endetter. Ça peut potentiellement conduire dans 1 an, dans 2 ans, à une nouvelle crise des subprimes, à une nouvelle crise de l'immobilier, à un grand Big Bang. Ça peut aussi conduire à un moment donné à des faillites bancaires. Donc, pardon de vous dire, quelque chose qui est pas intuitif, demain vaut moins cher qu'aujourd'hui, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Alors, oui, mais il faut s'en méfier. Ça veut dire qu'il faut continuer à être vertueux. Ça veut dire qu'il ne faut pas ajouter du déséquilibre au déséquilibre parce que les taux d'intérêt sont négatifs. Moi, ce que je fais, alors, pardon, je vais me faire un petit satisfait, ma modestie, pourtant d'habitude est plus grande, mais il se trouve que quand j'ai pris la région, elle était en A à moins, perspective négative, on risquait de perdre notre double A en notation des agences de notation. Ouais. Aujourd'hui, on est en A à plus, on est mieux noté que l'État. Ça veut dire qu'on emprunte. Non, ça veut dire qu'on emprunte moins cher encore que l'État. Donc effectivement, je suis d'accord avec vous, je ne suis pas en train de rembourser ma dette aujourd'hui, parce que ça n'est pas un choix logique. Le choix logique, c'est d'investir l'argent dans des infrastructures. Mais on dit la même chose là. Non, parce que c'est pas ce que fait l'État. L'État, l'argent, il l'investit pas. C'est ce qu'il faudrait faire. L'argent, il l'investit pas, il le dépense en fonctionnement. C'est une cigale. Il devrait être fourmi. L'État devrait faire aujourd'hui des dépenses d'infrastructures. On devrait revoir toutes les routes. On a des gros problèmes. Si un jour on a un drame comme le pont de Gênes, on a eu le drame de Bretigny avec la SNCF. Donc l'État n'est pas au rendez-vous des infrastructures. Dans toutes les régions vous le diront, l'État n'investit pas cet argent. Donc il faudrait qu'il l'investisse. Et par ailleurs, la région est un laboratoire. Il faut qu'il fasse très attention parce que ces taux d'intérêt négatifs peuvent demain aboutir à une récession. Donc on doit être exemplaire et on doit continuer à baisser les dépenses qui ne servent pas à rien. Et il y en a plein, je peux vous le dire, qui servent pas à grand-chose. Et notamment, il y a surtout plein de doublons entre l'État et les collectivités locales. C'est un mal français. Un petit mot politique peut-être. Dernière question sur l'Europe. Valérie Goulard a été désignée hier candidate Sylvie Goulard, pour le poste de commissaire européenne. Un commentaire sur... Écoutez, moi je connais Sylvie Goulard depuis très longtemps. C'est certainement la meilleure connaisseur des dispositifs européens. Donc moi, je suis très satisfaite de cette proposition. D'autant plus que, voilà, vous voyez que le gouvernement ne fait pas tout mal à mes yeux. Moi, j'ai été aussi très heureuse d'apprendre la nomination de Christine Lagarde, qui est une très vieille amie à la Banque Centrale Européenne, et d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission, parce que je crois qu'il y a quand même encore un immense plafond de verre pour les postes de responsabilité pour des femmes, et de voir des femmes compétentes à des postes, et bien évidemment, ça fait progresser la cause des femmes. Christine Lagarde, qui a priori doit se situer dans les pas, dans le prolongement de Mario Draghi, avec une politique monétaire qui sera encore plus agressive et taux d'intérêt qui seront encore plus bas. Attention, danger. En tout cas, ne nous laissons pas anesthésier et continuons à mesurer notre responsabilité. La responsabilité que nous avons, c'est de baisser les dépenses pour baisser la pression fiscale. Pardon de le dire, mais ce sera mon mot de la fin. Nous sommes médaille d'or de la pression fiscale au monde. Et avec la baisse d'impôts prévue par Emmanuel Macron, nous allons passer glorieusement médaille d'argent. Donc on peut encore beaucoup mieux faire en matière fiscale. Vice-champion du monde. Vice-champion du monde, c'est ça. Allez, la championne de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, c'était votre invité. Donc, émission Corama sur Boursorama, en partenariat avec l'opinion à la rêve du MEDEF, à l'hippodrome de Longchamp. Merci. Merci Valérie Pécresse. Merci.